Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur ce webinaire SEO sur le e-retail. Donc, je vais désormais laisser la main à Kate qui va se présenter. Bonjour à Alors, tous. C'est bon, je peux y aller? Ah, oui, tu peux y aller Kate. Alors, on entend un petit grésillement, je ne sais pas si tout le monde l'entend, vous avez un petit onglet chat. N'hésitez pas à nous parler via ça et comme ça on peut communiquer avec vous. ok, très bien. Et du coup, là, tu m'entends bien, Maud? Oui, parfait, tu peux y aller. Ok, super. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Kate, team leader SEO chez Heads Up Consulting. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste vous faire une petite présentation du cabinet Heads Up Consulting. Donc, pour le coup, comme vous le voyez sur la slide, nous, on est ultra spécialisés sur différents leviers qui sont le SEA, le social ads, le SEO, le display programmatique, ainsi que tout ce qui est créative vidéo. Donc pour le coup, vous l'aurez bien compris, nous, notre but, c'est clairement d'accompagner les marques dans la croissance sur les différents leviers digitaux que je viens de vous citer ici, et également de mêler du coup l'innovation technologique ainsi que l'expertise ultra spécialisée. Donc maintenant que les présentations sont faites, on va passer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, je vais laisser la parole à Clémence et Hugo qui vont vous présenter aujourd'hui toute leur expertise sur le SEO sur les sites e-commerce. Ils ont la chance effectivement d'accompagner plusieurs partenaires depuis plusieurs années sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, ils vont tout vous dévoiler. Donc n'hésitez pas à poser vos questions comme vous le disiez. On y répondra au fur et à mesure. Et il y a aussi un Q&A tout à la fin pour prendre un peu plus de temps et que vous puissiez vraiment repartir avec toutes les infos que vous souhaitez ce matin. Et donc, au programme, qu'est-ce que vous a prévu Hugo et Clémence? Donc, il y a 5 grandes parties pour que ce soit le plus clair possible pour vous et que vraiment on puisse balayer l'ensemble des sujets. Donc, vous allez avoir une première grosse partie sur vraiment toute la gestion du catalogue avec à la fois un gros focus sur les fiches produits, ainsi que la gestion des marronniers et tout l'aspect de saisonnalité et des grands événements qu'on connaît et qui rythment l'année, surtout dans le e-commerce, ainsi que l'animation éditoriale pour la partie blog, expertise et l'optimisation de votre présence locale si vous avez des magasins présents sur le territoire français pour booster la performance de la visibilité de ceci. Et après, comme je le disais, le Q&A. Et maintenant, j'ai assez pris la parole. Je vais laisser Hugo continuer la présentation. Et moi, je vous souhaite une bonne écoute et un bon webinaire. Alors bonjour à tous, donc j'espère que déjà vous m'entendez bien et avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite introduction sur pourquoi faire ce webinaire, parce que effectivement, pourquoi faire un webinaire sur comment optimiser son référencement pour un e-commerce? Parce qu'on voit qu'on a quelques chiffres qui prouvent que le marché du e-commerce est devenu extrêmement recherché, extrêmement compétitif, parce qu'on voit qu'on est sur une hausse quand même de 15% sur les sommes dépensées en e-commerce en 2021 par rapport à l'année 2020, alors qu'on sait que le secteur du e-commerce en 2020 a quand même connu un boom, notamment à cause de la crise Covid, etc. Donc, on est quand même sur une hausse qui continue malgré le changement de situation. Et on voit qu'on a aussi une augmentation du nombre de sites e-commerce, donc ça devient de plus en plus difficile de bien se positionner avec son e-commerce si on ne travaille pas son optimisation. Et donc, c'est pour ça que la question qu'on souhaite se poser, c'est comment est-ce qu'on fait en 2022 pour performer en SEO si on possède un site e-commerce. Et donc pour ça, il y a plusieurs leviers qu'on pense où c'est important de travailler sur ces leviers pour procéder à ces optimisations. Le premier levier, c'est comment est-ce qu'on gère son catalogue, donc comment est-ce qu'on optimise ses fiches produits, ses pages catégories, qu'est-ce qu'on fait si on a qu'est-ce qu'on fait pour optimiser vraiment sa gestion de stock, notamment au niveau de ses pages et de ses disponibilités de produits. Aussi, tout ce qui va être la gestion des marronniers, qui est un autre levier extrêmement important, donc tous les événements de l'année, comme les soldes, le Black Friday de Noël, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces événements qui vont être généralement le moment de l'année où on va capter le plus de trafic et potentiellement le plus de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'on fait aussi en termes d'éditorial? Comment est-ce qu'on s'adresse à son audience, pas forcément uniquement d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue plus informationnel ou inspirationnel, pour essayer de toucher une autre cible, potentiellement de la convertir ensuite en prospect potentiel. Et enfin, si on possède une boutique physique, comment est-ce qu'on optimise également sa présence locale avec des outils comme Google My Business ou des Store Locator pour avoir une vraie stratégie Drive to Store qui est intéressante. Alors,
Et donc, comme l'a dit Hugo, on va, sur ce premier chantier, voir ensemble comment gérer votre catalogue dans ce milieu qui est du coup hyper effectivement concurrentiel et compétitif. Et donc, l'objectif va être de voir comment optimiser votre catalogue pour booster votre ROI, qui est vraiment l'objectif principal ici. La première étape que l'on a identifiée, c'est votre objectif va être d'identifier votre top catégorie de produits. Pour cela, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise une analyse sémantique. L'analyse sémantique, c'est une technique qui va vous faire une analyse qui va vous permettre de comprendre les requêtes de vos internautes et enfin des internautes et donc de vos prospects. Comprendre ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils cherchent sur Internet et comment ils vont pouvoir vous trouver. Pour cela, on fait une combinaison de données, on agglomère et on combine un ensemble de data, soit qui proviennent d'outils vraiment très SEO, type SEMrush, Ahrefs, Google Analytics ou Search Console, mais il y a aussi un vrai travail d'analyse des pages de résultats de Google, des pages de résultats, en analysant les Google Suggest, les People of Ask, et de regarder aussi ce que fait la concurrence et quel type de résultat va remonter dans Google. Une fois qu'on aura réussi à comprendre, grâce à l'ensemble de cette data, comment les internautes vont, enfin, qu'est-ce que les internautes tapent sur Internet, on va pouvoir par la suite, du coup, tirer de nombreuses indications qui vont pouvoir vous permettre de créer une arborescence optimisée. Une arborescence optimisée, c'est une arborescence qui répond à la requête de l'internaute le plus possible. Donc en créant des catégories de produits différentes, en créant des sous-catégories, des produits, et potentiellement aussi une partie éditoriale. Et l'objectif, c'est qu'il y ait tout un maillage interne pour montrer qu'on a une logique dans l'ensemble de nos catégories que l'on aura créées. Pour donner un exemple un peu plus précis, par exemple, grâce à l'analyse sémantique, on va avoir trouvé que pull cachemire a un vrai volume de recherche important. Dans ce cas, je me dis, bon, ça, c'est une de mes catégories principales, je vais la créer en top catégorie. Ensuite, par contre, moi, je vends des t-shirts en cachemire, je regarde, mais en fait, il y a très peu de volume associé. Bon, je ne vais pas créer une catégorie hyper importante en top niveau parce qu'il n'y a pas d'intérêt, car il y a peu de volume de recherche pour ce type de page. Donc, une fois qu'on a une arborescence optimisée, on va réussir à répondre à la requête. Mais pour répondre encore davantage aux requêtes des internautes, on peut utiliser la mise en place de facettes pour booster son SEO. Les facettes, c'est donc la combinaison des filtres, et l'ensemble de ces combinaisons peut avoir, la gestion de la combinaison de ces filtres peut avoir un impact hyper positif, mais aussi un peu dévastateur si on passe à côté et qu'on ne programme pas ça correctement. Donc, il y a un ensemble d'impacts qu'on verra ensemble juste après. Pour justement choisir les facettes qui auront un intérêt pour nous, on va se baser, encore une fois, sur l'analyse sémantique. Là, on a mis des exemples. Par exemple, là, si on prend la première, catégorie plus couleur, pull noir, 5400 recherches. Là, j'ai clairement un intérêt à aller venir me positionner sur une facette type catégorie plus couleur. Cependant, si on prend les catégories là, qui sont en bas à droite, les facettes en bas à droite, catégorie plus matière plus pull, type pull, taille 38, laine, là, il n'y a personne qui recherche ça. J'ai pas intérêt. La page, oui, elle peut exister, mais j'ai pas intérêt à ce qu'elle soit indexée, qu'elle soit crawlée par les moteurs de recherche, les bots, parce que je risque de gaspiller mon crawl budget. Donc là, il va y avoir un arbitrage à réaliser entre est-ce que cette page, je veux qu'elle soit visible pour l'utilisateur et pour les robots, ou est-ce que je veux qu'elle soit visible uniquement pour les utilisateurs. Donc une fois qu'on a arbitré ce choix-là, grâce à ce système, on va pouvoir lancer ce chantier des facettes. Mais comme je vous le disais, il y a un ensemble de pièges à éviter, pas uniquement sur les facettes, mais sur votre catalogue et la gestion de votre catalogue au global. Donc, on va rester quand même un peu dans les facettes au début. Le premier sujet, c'est la duplication de contenu, le risque de créer de la duplication de contenu. Pour rappel, en SEO, l'objectif premier, c'est un contenu, une page égale un contenu unique. Que ce soit sur des facettes, que ce soit sur une page éditoriale, quelle que soit votre page, il faut que le contenu soit unique. Donc, attention à cette duplication-là, si vous gérez de façon automatique vos facettes. La création de combinaisons de filtres incohérents. Ce qu'on entend par incohérent ici, c'est vous avez un filtre homme, vous avez un filtre enfant, combinaison homme-enfant, des deux filtres homme et enfant. Bon, on est clairement sur un filtre incohérent. En plus, il y a de grandes chances que vous ne pouvez pas proposer de produit. Donc, attention à la création de ce type de filtre. Ensuite, la création de facettes qui ne sont pas cherchées par les internautes. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure sur pull laine 38. Bon, personne ne recherche ça. Donc, attention à ne pas créer des pages qui n'ont pas d'intérêt pour les internautes. La création de doublons de facettes. Ici, c'est très simple. J'ai mon filtre t-shirt, mon filtre noir, t-shirt noir, mais j'ai aussi noir t-shirt. On est clairement sur un doublon, donc attention à ce type et il va falloir mettre en place des règles pour éviter ce type de doublon. Des combinaisons de facettes possibles sans aucun produit correspondant.
Là, c'est très simple. Si on associe pull, violet, femme dans les combinaisons et qu'on crée ce type de facette, et qu'en fait, vous ne vendez pas ce produit-là, il y a un risque de déception chez l'internaute, l'utilisateur qui est là sur votre site. Vous avez réussi à le faire venir et malheureusement, il arrive sur une page sans produit. C'est très déceptif. Et puis, du coup, c'est une page inutile aussi. Donc, attention à ce type de création. Et enfin, le dernier niveau concerne les spider traps. Bon, là, on est sur un sujet technico-technique SEO, mais l'objectif, ce qu'il faut comprendre derrière ce terme, c'est que Google va venir tester l'ensemble des combinaisons possibles de ces filtres. Et en fait, le risque, c'est qu'ils viennent se perdre dans des pages qui, en fait, n'ont aucun intérêt SEO et que, du coup, ils se perdent et qu'on perde un temps fou dans le crawl budget, etc. Donc, attention au spider trap. Ensuite, attention à un piège à éviter aussi, c'est la mauvaise structure d'URL, créer des URL inadaptées. Pour cela, nous, on a identifié 2 grands sujets qui sont la présence de saisonnalité et la gestion des URL comme dans des collections de magasins. Donc, nous, ce qu'on vous conseille ici, c'est de, par exemple, là, on voit que dans l'exemple collection de magasins, on a -collection-2021. Là, clairement, on est sur une mauvaise pratique dans le sens où, en 2022, on va devoir recréer une URL, faire toute une redirection de 2021 vers 2022. Bref, il y a un grand risque de déperdition de l'historique que vous allez avoir gagné sur cette URL. Donc voilà, nous, on vous conseille de faire les URL les plus simples possibles, sans notion de date et d'année, de collection, etc. Et enfin, le dernier piège à éviter dans cette partie-là, c'est attention à la bonne gestion de l'international de votre boutique. Vous avez une boutique en français, en anglais et en espagnol. Il faut donc que sur chacune des pages de votre site, on ait des balises techniques, donc des balises SEO nommées hreflang, qui vous permettent d'indiquer quelle page correspond dans quelle langue et quelles sont les URL associées. Et il faut toujours ajouter aussi la balise hreflang xdefault qui permet d'indiquer au moteur de recherche et au bot quelle est la langue principale de votre site. Donc voilà, il faut bien faire attention à l'ensemble de ces sujets pour réussir à gérer correctement votre catalogue. Et donc, merci Clémence. Donc, maintenant qu'on a vu comment vous optimisiez une partie de votre catalogue qui est très importante, c'est-à-dire les pages catégories, maintenant on va voir comment on optimise les fiches produits, qui sont aussi des pages très importantes parce que en fait, c'est là que vont arriver les internautes pour potentiellement convertir. Donc, c'est des pages qu'il faut absolument bien travailler. Et il y a plusieurs points qu'il faut voir pour bien optimiser sa fiche produit. Il y a une sorte de checklist. Donc, déjà, il faut évidemment que chaque page soit unique et on va donner quelques exemples de différents items à travailler. Il faut un court paragraphe qui va être en haut de page, qui va décrire succinctement le produit, qui va être utile à la fois pour l'internaute pour qu'il puisse mieux se projeter et également pour le moteur. Il faut également un texte plus long en bas de page qui va être à but vraiment SEO pour que on ait davantage d'informations où on pourra insérer des mots-clés qui ont été détectés via, par exemple, une analyse sémantique. Et il peut être aussi intéressant, par exemple, de travailler le maillage interne vers d'autres produits qui sont similaires. Par exemple, si on est sur une page de t-shirts, on va pouvoir peut-être proposer d'autres t-shirts similaires ou des produits complémentaires. Et également un maillage interne vers des articles de blog qui sont pertinents, qui sont en rapport avec le produit pour mailler vraiment tout le site à partir et depuis vos fiches produits. Donc, pour illustrer ce qu'on appelle une bonne fiche produit, on a pris un exemple qui va être très original parce que c'est l'exemple de Decathlon que je suppose tout le monde connaît. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'en termes de nom de produit, ils ont un nom de produit qui va être unique à chaque contenu puisqu'ils vont indiquer à la fois la référence et aussi la couleur pour éviter la duplication entre différentes déclinaisons, par exemple, d'un même produit. On va voir, comme on en parlait tout à l'heure, la description qui va être unique et assez courte en haut de la page, au-dessus de la ligne de flottaison. On va également avoir un call to action sur le ajouter au panier qui va être présent aussi au-dessus de la ligne de flottaison pour inciter l'internaute à passer à l'achat. Et ensuite, on va avoir donc un sommaire cliquable pour que si l'internaute a envie de se rendre, par exemple, sur les avis utilisateurs ou sur la partie questions-réponses, il puisse accéder sans avoir à scroller lui-même toute la page à la main. Et on va avoir aussi ensuite une description qui va être plus longue, avoir des informations qui vont être plus précises et qui va être intéressante également pour les bots Google et pour les autres navigateurs pour donner plus d'informations et plus de contexte sur cette fiche produit. Et on a, comme on le disait tout à l'heure, aussi un bloc de maillage interne contextuel avec des produits similaires. Donc là, on va avoir sur d'autres polos et sur des shorts, donc des produits qui vont être similaires et complémentaires à l'achat. Donc ça, c'est un intérêt également pour l'internaute, pour qu'il puisse trouver d'autres produits qui l'intéressent. Ça va être intéressant aussi pour le moteur, pour qu'il puisse voir d'autres pages du site à partir de cette fiche produit. Et évidemment, un autre point très important, c'est que c'est important de travailler ces fiches produits sur desktop, mais c'est également intéressant aussi de les travailler sur mobile, puisqu'on sait que Google crawl en priorité la partie mobile.
et les internautes sont aussi de plus en plus présents sur mobile. Donc là, on voit que sur les fiches produits mobiles, c'est important d'avoir des visuels qui sont assez impactants parce que ça aide l'internaute à se projeter et à anticiper, à préparer son achat. On a toujours le même nombre de produits en machin et les mêmes textes. Enfin, important également de travailler, et peut-être même encore plus, de travailler ces optimisations sur mobile pour ces fiches produits. Maintenant, une question qu'il faut également se poser, c'est comment est-ce qu'on va gérer les multiformats et les multicouleurs? C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'on appelle multiformat et multicouleurs? C'est si, par exemple, vous proposez un t-shirt en noir, en jaune et en rouge, ou si vous proposez un produit, par exemple, en format 100 ml, 200 ml, 300 ml. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les caractéristiques produits ont un intérêt pour mon business? C'est-à-dire, est-ce que vous faites autant de ventes sur un produit en jaune et en rouge, par exemple? Et si c'est le cas, eh ben, la réponse elle est très simple, c'est que vous allez devoir créer une page produit unique et indépendante. Comme on l'a vu, Decathlon avait une page produit pour ce t-shirt en bleu et avait sûrement la même fiche produit pour ce t-shirt dans une autre couleur. Donc c'est important d'avoir une fiche produit unique et indépendante s'il y a un intérêt business derrière. Ensuite, si jamais ces caractéristiques produits n'ont pas d'intérêt business, eh ben, il faut se poser une deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut créer une URL qui va regrouper tous les formats de produits? Est-ce que c'est techniquement possible sur le CMS qu'on utilise de faire ça? Et si oui, bah, il faut créer une unique page qui va rassembler tous les formats possibles. On pourra ensuite choisir sa couleur ou par exemple sa taille. Donc on pourra choisir bleu ou rouge par exemple. Et si jamais ça, c'est pas possible, il faudra utiliser ce qu'on appelle des balises canonical, qui sont des balises HTML qui vont indiquer à Google quelle page est la plus prioritaire par rapport aux autres. Donc, ça va être généralement la page qui vous rapporte le plus de business, donc la couleur qui se vend le plus ou le format qui est le plus plébiscité par les internautes. Et donc, il faudra définir cette page et indiquer que les autres pages dépendent de celle-ci pour du coup avoir une gestion qui est optimale de vos différents formats et de vos différentes couleurs. Voilà. Autre point important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les images qui sont un résultat très important à travailler. Donc ça, ce genre de graphique, c'est quelque chose que nous, on sort de notre format d'analyse sémantique qui va analyser les formats d'images qui viennent se positionner dans les formats de résultats, pardon, qui viennent se positionner dans les pages de résultats Google. Et là, ce qu'on voit, c'est que donc, pour une analyse sémantique qui est sur qui est sur un acteur du secteur de la mode, et ben, en fait, les images sur Google sont plus visibles que les résultats organiques, que ce soit sur la recherche universelle et aussi sur Google Images. Donc, ça montre bien que les images, c'est un type de résultat clé qu'il faut absolument travailler en SEO si on travaille en e-commerce, parce que c'est quelque chose qui est très important pour Google et aussi pour l'internaute, parce que, comme on l'a dit, ça l'aide à se projeter dans son achat. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour optimiser les images en SEO? Donc, en termes techniques, il faut que vos images aient des éléments de hauteur et de largeur qui sont explicites et il faut utiliser des formats d'images qui sont optimisés SEO, comme par exemple le format d'image WebP ou AVIF, qui sont des formats qui vont être assez compressés, qui vont du coup permettre d'utiliser moins de ressources. Donc, techniquement, votre site sera plus léger et chargera plus rapidement. Et enfin, il faut également renseigner les attributs alt sur vos images pour avoir apporté un côté descriptif à la fois pour l'internaute et aussi pour Google pour qu'il puisse mieux comprendre à quoi servent vos images et ce qu'elles décrivent. Et ça, comme on l'a dit, c'est parce que les images impactent votre CTR. Si vous avez des belles images, notamment des visuels qui sont portés et pas forcément juste des visuels simples du produit, ça aide l'internaute à se projeter et du coup à anticiper son achat. Et dernier point, toujours sur l'aspect technique, c'est donc toute la partie sur les données structurées qui sont en fait des données qu'on va pouvoir insérer sur les pages et qui vont du coup être visibles dans les pages de résultats de Google. Et ça va permettre à l'internaute d'avoir, par exemple, comme on l'a ici, les notes et les prix et le nombre de votes sur différents produits. Et avec des scripts comme les scripts product et aggregate rating qu'on va insérer directement sur la page, ça va du coup prendre plus de place dans les pages de résultats et donner une information à l'internaute qui, quand il cliquera sur la fiche produit, aura plus d'informations. Donc, ça va encore une fois augmenter votre CTR sur les pages de résultats Google. Donc, c'est une bonne pratique qu'il faut implémenter sur vos fiches produits. Ah oui. Et on a également un point qu'il faut prendre en compte, c'est toute la partie sur la gestion de vos stocks. Donc, ce qu'on appelle la gestion des stocks, donc on a deux cas de gestion de stock. C'est en cas si on a un produit qui va être en rupture temporaire ou en rupture définitive. Donc, si on est sur un cas de rupture temporaire d'un produit, il faut évidemment que la page reste disponible puisque le produit est amené à revenir sur le site. Il faut communiquer une date de réapprovisionnement sur la page, si possible, si on la connaît. Si on ne la connaît pas, il peut être intéressant de proposer à l'internaute de s'inscrire pour avoir un système de notification ou d'email pour l'avertir quand il sera retour en stock pour qu'il puisse le commander. Et enfin, il faut suggérer des produits similaires, comme on le voit ici, l'exemple de Farfetch qui a mis cette pratique en place, pour que l'internaute ne reste pas bloqué sur une page de produits pas disponibles et puisse avoir d'autres produits qui peuvent potentiellement l'intéresser.
Maintenant, en cas de rupture définitive d'un produit, donc là, on a encore un arbre avec plusieurs questions à se poser. Donc, qu'est-ce qui se passe si un produit n'est plus du tout et ne sera plus disponible sur ma boutique? Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le produit est bien référencé? Donc, est-ce qu'il fait des visites SEO? Est-ce qu'il est visible dans les pages de résultats Google? Si la réponse à cette question est non, ben, on peut indiquer une page HTTP 410 qui va dire à Google qu'en fait, cette page était là, mais la page n'est plus disponible, elle est partie, donc il y a une erreur, mais c'est normal. Donc, pour Google, ne passe plus sur la page par la suite. Ça, c'est uniquement dans le cas où le produit est mal référencé. Si jamais le produit est bien référencé, c'est une pratique qu'il faut absolument pas mettre en place. Donc, si le produit est bien référencé et qu'il est remplacé et qu'on a un produit qui va être remplacé et qu'on peut réutiliser l'URL, donc la page ne change pas, et bien, il faut mettre à jour le contenu de la page avec les informations du nouveau produit. Si jamais on change l'URL du nouveau produit parce qu'on a par exemple la référence dans l'URL, eh ben, il faut faire une 301 depuis l'ancien produit vers le nouveau produit, donc rediriger le trafic de l'ancien produit vers le nouveau. Si jamais on a un produit qui n'est pas remplacé, mais qu'on a un produit qui va être vraiment très proche, très similaire au produit qui n'existe plus, il faut faire une 301 depuis l'ancien produit vers le nouveau produit similaire. Et dernier cas de figure, si jamais on n'a pas de produit similaire, et bah, du coup, il faut faire une 301 vers la page catégorie supérieure pour que l'internaute puisse voir différents d'autres produits qui sont proches du produit qu'il voulait à la base. Et la question ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas forcément des 404 quand vos produits sont plus disponibles? Parce que les 404, c'est une erreur qui risque de faire potentiellement peur à l'internaute et du coup de perdre un client potentiel. Une 404, on le sait, ça a un impact négatif sur le CTR sur votre page. Et mettre une redirection 301, c'est une pratique qui est aussi simple à mettre en place et qui peut potentiellement permettre à l'internaute de rester sur votre site. Donc, il faut privilégier les 301 aux 404 dans quasiment tous les cas de figure. Alors, on vient donc de terminer cette première grosse partie dans laquelle on a pu donner quand même un maximum d'informations. N'hésitez pas à poser vos questions sur cette première partie ou au fil de l'eau, auxquelles on répondra à la fin au Q&A. Et s'il y a des petites questions qu'on peut prendre en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, on vient maintenant parler dans cette seconde partie. On va voir comment tirer parti pleinement des marronniers. Pour rappel, les marronniers, ce sont donc des événements qui viennent rythmer l'année de façon régulière, ou des événements en tout cas qui viennent rythmer chaque année et qui se répètent de façon régulière, à une date plus ou moins identique généralement. Les marronniers, ces événements vous permettent de créer généralement des événements, des opérations commerciales sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser. Donc, le premier objectif de cette partie-là, enfin de ce sujet-là, ça va être pour vous de créer un calendrier des événements pertinents pour votre secteur. Donc, vous identifiez les événements. Par exemple, nous, là, on en a cité quelques-uns. Les soldes d'hiver, la Saint-Valentin, la fête des mères, les soldes d'été et enfin le Black Friday. Ce sont donc des événements qu'on retrouve chaque année à un instant T. Et donc, une fois que vous allez avoir identifié ces événements pertinents pour votre secteur, on va pouvoir mettre en place un plan d'action. Celui-ci va commencer par comprendre quelle est la phase de recherche des internautes sur votre sujet et quand lancer votre projet, justement. Donc là, on a pris l'exemple du Black Friday. Le pic le plus haut, c'est la date du Black Friday. Le pic juste en dessous, ça va être le début de la Black Friday Week. Et juste avant encore, ça va être le début du mois de novembre où on va commencer à évoquer le sujet du Black Friday. Une fois qu'on a identifié ces points de chaleur, ces points vraiment hyper importants, on va pouvoir mettre en place une sorte de roadmap, un peu rétro-planning, pour se dire quelle est ma stratégie pour que je sois présent au bon moment sur ces événements-là. Là, nous, on a réalisé une sorte de rétro-planning sur les pages marronniers. Le premier événement sera J-60, la date de l'événement. Ce que nous, on fait, c'est qu'on rajoute le lien de la page marronnier dans le footer, juste discrètement pour montrer à Google, ça y est, je remets en avant cette page, mais juste dans le footer au début. J-30, je la maille encore davantage. Je viens essayer de booster le SEO de cette page en la maillant depuis, par exemple, si on repart de l'exemple Black Friday, je vais aller la rebooster sur la page promotion, par exemple, et faire des liens entre l'ensemble des pages, etc. Ensuite, J-10, je viens l'ajouter à un niveau encore supérieur, mon menu, qui est quand même un élément principal dans la navigation. Donc, je viens ajouter ma page Black Friday dans mon menu. Jour J, ça y est, là, il faut vraiment que tout le monde trouve ma page hyper facilement. J'ajoute un encart ou une section, une façon de mailler cette page marronnier sur ma homepage. Donc là, on a clairement établi une roadmap précise pour réussir à être présent lors de l'événement choisi, par exemple, le Black Friday.
Grâce à l'analyse sémantique, vous allez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir réaliser potentiellement sur certains marronniers, il va être intéressant de réaliser une arborescence dédiée. Là, on vous a repris une fois de plus l'exemple du Black Friday. Donc, on a en haut une page d'accueil, ensuite la page Black Friday. Et là, on a identifié grâce à l'analyse sémantique qu'il y avait un réel enjeu à venir se positionner sur un ensemble de mots-clés type Black Friday électroménager, Black Friday lave-linge, lave-vaisselle, etc. Et que ces requêtes-là, on ne va pas réussir à se positionner sur l'ensemble de ces requêtes avec une seule page qui serait la page Black Friday. Donc nous, on s'est dit, on va créer du coup une page par requête, une landing page par requête hyper phare qu'on aura repérée dans l'analyse. Une fois qu'on a créé cette arborescence, il y a la question de quelle va être la structure de mes URL. On revient pareil au sujet de tout à l'heure, si on s'en souvient, de attention à la saisonnalité présente dans l'URL. Et du coup, là, nous, notre recommandation, par exemple, pour le Black Friday, c'est de bien avoir Black Friday et pas d'avoir le nom de l'année pour pas avoir chaque année à faire des redirections, comme on l'illustre ici avec Cultura, qui a fait en fait le choix effectivement d'avoir une arborescence dédiée aux marronniers de Noël. Et donc pour Noël en 2021, ils avaient donc créé une page mère Noël 2021, des pages filles, déco DIY et ensuite boule de Noël. Mais en fait, ces pages-là, boule de Noël, déco DIY, elles vont avoir lieu d'être généralement, d'exister année après année. Donc elles vont avoir un objectif SEO d'être pérennisées dans le temps, de gagner un historique et de la force mois après mois, année après année. Et en fait, le fait de rajouter là le répertoire Noël 2021 risque de vous desservir. Il va falloir faire un gros plan de redirection. Il y a quand même derrière, c'est de l'humain, donc il y a un risque d'erreur. Le taux d'erreur n'est pas à zéro. Donc attention à cette pratique qui recoupe avec la structure des URL qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et donc, que faire de son marronnier durant le reste de l'année? Non, on ne va pas supprimer la page à la fin du Black Friday. On la garde, comme on l'a dit. L'impression de radoter, mais comme on l'a dit, on veut pérenniser nos URL. Donc, on ne supprime pas la page, on ne la redirige pas, on ne la rend pas orpheline non plus. Donc, nous, notre recommandation sur ce sujet, ça va être de garder la page, mais si on prend la roadmap en sens inverse de tout à l'heure, en fait, on va venir la cacher. Plutôt que de la ressortir, on va venir la cacher. Donc, on va l'enlever de notre menu, on va l'enlever de la homepage, on va aller la mettre juste dans le plan de site, et elle va vivre comme ça, un peu cachée. Et on la sortira au moment voulu en refaisant la roadmap qu'on a vue tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a vu du coup comment est-ce qu'on optimisait ces différentes structures de pages et également la partie marronnier, on va voir du coup la partie animation éditoriale, la partie blog. Donc comment s'adresser à vos internautes, pas uniquement en tant que e-commerçant, mais aussi en leur proposant du contenu qui va être plus potentiellement informationnel ou aspirationnel. Et pour ça, il y a un format de résultat qui se positionne souvent dans Google et qui est très intéressant, c'est le format People Also Ask, ou ce qu'on avait en français le format autres questions posées, qui sont les blocs de questions qui se positionnent très souvent et de plus en plus dans les pages de résultats. Là, par exemple, toujours sur notre format d'exemple d'analyse sémantique, on voit qu'en fait, sur le secteur de là, on est sur le secteur de la dermocosmétique, mais en fait, le People Also Ask, on voit que c'est le deuxième format d'image, le résultat, le plus présent, avec plus de 19% des résultats. Donc ça montre bien que savoir les questions que se posent les internautes, c'est hyper intéressant parce que ça se positionne énormément dans Google. Et donc, répondre aux questions de vos interrogations et découvrir ces questions qui se posent avec des outils comme par exemple Asking Franklin ou Asking Franklin par exemple, et ça peut être très intéressant et de créer ensuite différentes pages de destination dédiées pour chacune de ces questions. Ça peut être pertinent pour répondre à vos internautes. Par exemple, si on est dans le secteur du cachemire et qu'on voit qu'on a 480 recherches par mois sur le mot-clé comment laver un pull en cachemire, et créer une page qui répond à la question comment laver un pull en cachemire, ça peut permettre par exemple de capter ces 480 requêtes par mois. Donc c'est très intéressant et comme ça vous pourrez répondre à vos internautes de façon pas uniquement transactionnelle avec un pull en cachemire, mais aussi de répondre à leurs questions de façon plus informationnelle et après ça peut les intéresser du coup d'aller voir par exemple vos produits. Et donc, évidemment, c'est des questions, généralement, ça va être des mots-clés qui sont plutôt long trends. Ce qu'on appelle des mots-clés long trends, c'est des mots-clés qui vont être plus longs généralement que 2 ou 3 mots. Donc, des mots-clés qui sont plus précis que des mots-clés génériques. Par exemple, là, on a l'exemple de bracelet, qui va être un mot-clé du coup très générique, qui va être forcément plus tapé avec plus de volume de recherche, mais ce qui veut dire aussi qu'il y aura plus de concurrence. Et c'est là l'intérêt de la long trend, c'est qu'en fait, on va avoir des mots-clés qui sont plus longs, donc plus précis, donc moins concurrentiels parce que moins forcément tapés par les internautes. Mais ça veut dire aussi qu'un internaute qui tape acheter bracelet or, cordon en plaqué or, c'est un internaute qui sait déjà forcément plus ce qu'il veut qu'un internaute qui tape le mot bracelet. Donc c'est des mots qui ont plus de potentiel de conversion
et qui ont également des résultats plus rapides du fait que ce sont des mots-clés qui sont moins concurrentiels. Et un point intéressant à utiliser depuis votre blog, c'est d'utiliser votre blog pour booster l'indexation de vos pages, notamment de vos pages catégories ou de vos fiches produits, donc de vos pages qui sont pas forcément liées à votre blog. Et ça, donc par exemple, on a l'exemple de la Fnac qui, dans ses contenus blog, en fait, va venir proposer directement les différents produits dont elle parle. Donc si là, on est sur un article sur les purificateurs d'air, on va du coup avoir les différents purificateurs d'air qui sont proposés par la Fnac, qui vont être maillés depuis cette page. Et ça a un double intérêt, ça a d'abord un intérêt pour l'internaute, parce que si on lit un article sur un sujet en particulier et qu'on peut accéder directement depuis l'article aux fiches produits, c'est forcément hyper intéressant pour l'internaute qui peut se rendre sur la fiche produit en un seul clic. Et c'est intéressant aussi pour le robot Google qui va pouvoir découvrir plus de pages du site, des pages auxquelles il n'aurait pas forcément eu accès aussi facilement s'il était passé par les chemins classiques. Et donc cet exemple, il marche aussi dans l'autre sens. Là, on a un exemple, par exemple, sur Uriage, qui sur ses fiches produits va proposer des articles associés qui sont des articles de blog, qui sont en rapport avec le produit en question. Et par exemple, si on est sur un produit anti-peau-grasse, on peut avoir des articles qui vont être liés, par exemple, sur comment traiter ces problèmes liés aux peaux grasses. Et c'est hyper intéressant, toujours pour l'internaute qui peut avoir des réponses aux questions qui se posent en plus de l'achat de son produit. Et c'est hyper pertinent pour Google qui va pouvoir découvrir des articles de blog et montrer que vous êtes expert, et ça apporte aussi de l'autorité sur votre sujet auprès de Google. Et enfin, sur cette dernière partie, on va voir ensemble, on ne pouvait pas en fait terminer cette présentation sans parler du SEO local. Donc, on va voir ensemble comment gagner en présence locale grâce au SEO. Et pour ça, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi il faut travailler le SEO local. La première raison, elle fait encore référence à l'analyse sémantique, c'est que dans l'analyse sémantique, on aura remarqué qu'on a souvent des requêtes locales type boutique chapeau Paris, boutique Cachemire Paris, Lyon, peu importe la ville, mais du coup, on va avoir des requêtes localisées. Et donc, l'objectif va être de répondre et d'être présent sur ce type de requête. Donc, de répondre une fois de plus à la requête de l'internaute. L'avantage de travailler du coup le SEO local, ça va vous permettre d'occuper davantage de place sur les SERP, de gagner en notoriété proche de chez vous et donc de toucher une audience qui est aussi proche de chez vous. Et donc, de réussir et de travailler cet enjeu-là, c'est indispensable. On ne pouvait pas ne pas parler de Google My Business. Google My Business, pour rappel, on le voit là sur l'encart sur le téléphone, c'est ce type de fiche où on peut retrouver un ensemble d'informations. On reviendra après sur justement qu'est-ce que je dois mettre dans cette fiche GMB. L'avantage de l'utilisation des fiches Google My Business va être d'améliorer votre référencement local, d'améliorer votre notoriété comme on l'a vu avant, votre e-réputation, notamment grâce aux avis, de booster les sessions SEO de votre site sur votre site grâce au bouton, au call to action site web et à l'adresse du site présente sur la fiche. Donc, il faut toujours que cette information, du coup, soit à jour. Et enfin, contribuer à une stratégie Web to Store grâce au fait que vous mettez en avant votre adresse ou vos adresses. Et pour optimiser votre fiche GMB, il y a un ensemble de best practices à respecter. Le premier, il semble évident pour tout le monde, effectivement, mais on a souhaité le mettre, c'est renseigner uniquement le nom de l'établissement. Et uniquement parce qu'il ne faut pas venir faire du, entre guillemets, bourrage de mots-clés. Il faut vraiment juste mettre votre nom d'établissement au risque d'être pénalisé par Google sinon. Ensuite, vous pouvez, grâce à cette fiche, mettre en avant, classer votre boutique dans différentes catégories, des catégories principales puis secondaires, afin de donner une indication précise à Google sur quel est le type de boutique que vous avez. Vous pouvez ajouter, il faut ajouter un maximum d'informations, une fois de plus, pour répondre aux besoins de l'internaute et pour qu'il se sente, qu'il n'ait plus de questions à se poser une fois qu'il a vu votre fiche. Donc, il y ait de la présence de votre numéro de téléphone, votre adresse de site web, vos horaires d'ouverture aussi. Enfin, vous pouvez aussi ajouter et mettre en avant vos produits principaux, ajouter des photos et des vidéos. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir se projeter, l'internaute va pouvoir se projeter et ça va contribuer du coup à votre stratégie Web to Store. Et le fait d'obtenir des avis, c'est quand même l'un des enjeux principaux aussi de cette fiche, au-delà, du côté notoriété, au-delà du SEO. Obtenir des avis peut avoir un effet positif. Que vous ayez des avis négatifs ou positifs, il faut que vous répondiez aux questions, aux avis, aux commentaires que vont vous faire les internautes. Répondez, c'est une des bonnes pratiques et qui est mis ensuite en valeur par Google.
Et enfin, le dernier élément qu'on souhaitait évoquer avec vous dans cette présentation, c'était l'optimisation des stores locateurs. Optimiser votre SEO grâce à ça. Donc là, on voit un exemple sur la droite de la slide. C'est une page qui répertorie l'ensemble des boutiques ERAM, en l'occurrence. Et ensuite, nous, notre recommandation, c'est effectivement, c'est bien d'avoir cette page Hub qui réfère aussi l'ensemble des pages boutiques. Ensuite, nous, notre recommandation, c'est qu'il y ait une page boutique, une page par magasin. Ça va vous permettre donc de mettre en avant la note des fiches GMB sur chacune de ces pages. Ça va vous permettre aussi de optimiser votre référencement local sur des requêtes précises pour chaque ville et chaque boutique en question. Et enfin, la dernière chose que vous allez pouvoir mettre en place, c'est d'implémenter les données structurées local business sur chaque page magasin, afin vraiment d'optimiser au mieux votre stratégie SEO locale. Et du coup, je me réincruste dans la salle de Clémence ce matin. Comme on vous le disait tout à l'heure, on a prévu un moment pour répondre à toutes vos questions. C'est la fameuse partie Q&A. Je ne suis pas sûre, j'en ai pas vu passer. Donc, j'ai l'impression que du coup, c'était hyper clair finalement ce qu'ils ont fait. Et ça ne m'étonne pas parce que pour le coup, on a vraiment essayé de balayer tous les sujets. Si vous avez une autre question qui est par exemple, est-ce qu'il existe un replay de cette présentation-là? Oui, il y aura un replay qui vous sera envoyé. Comme ça, si vous voulez reprendre des parties lorsque vous travaillez dessus, ce sera idéal parce que vous allez avoir tous les conseils de Hugo et de Clémence de ce matin. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre question? Ah, il y a une question. Super. Ah non, c'était Julie qui nous disait que c'était très clair et qu'elle nous remercie. Merci Julie. Effectivement, je pense qu'on a balayé l'ensemble des sujets. Ah, je vois Gabriel. Je te dénonce Gabriel. Je sais que tu es en train de taper. On attend ta question. Et en plus de recevoir le replay, normalement, vous recevrez aussi le support de présentation à l'issue du webinaire. Alors, Gabriel, hyper clair. Merci. La seule frustration que j'ai, c'est qu'on n'est pas forcément maître de tout ça sur les e-retail notamment. Est-ce que entre Hugo et Clémence, parce que je ne veux pas prendre la parole ce matin, parce que c'est votre sujet, est-ce que quelqu'un veut apporter sa vision, son expérience là-dessus? Oui, bah, effectivement, on va être très dépendant, j'imagine, vous allez être dépendant de votre CMS et que vous allez avoir un ensemble de contraintes techniques qui risquent effectivement d'impacter. Donc là, c'est nous, l'ensemble de nos recommandations, elles interviennent un peu dans le meilleur des mondes possibles, si je puis dire. Et du coup, bah, si on avait tous les moyens du monde, effectivement, on aimerait mettre en place tout ça. Nous, on le voit au quotidien aujourd'hui dans les stratégies qu'on veut mettre en place. Effectivement, on se retrouve souvent limité par une raison technique qui peut venir impacter justement les performances et la mise en place de ce type de stratégie. Mais sachant aussi que, pour ajouter un point sur ce que dit Clémence, même si toutes les recommandations qu'on a dit ici ne sont pas forcément toutes mises en place, ça ne veut pas dire que n'importe quelle optimisation, ça reste une optimisation. Donc même si tout n'est pas forcément mis en place, ça reste quelque chose de positif pour un site. Oui, complètement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Gabriel. Gabriel est en train de nous répondre. Mais je vous dis ce qui se passe dans le chat. Kate, modérateur. C'est ça, exactement. Est-ce que Maud, tu veux rajouter un mot avant que justement on ait la réaction de Gabriel ou une autre question ou est-ce qu'on a tout dit, sachant qu'il y a le replay? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le seul point que j'allais bien rajouter, c'est qu'il y aura le replay qui sera envoyé post-événement avec la présentation en PDF. Ouais. Et voilà, donc je vous laisse terminer les questions et puis comme ça, on en aura fini avec cette super présentation. Merci à Clémence et à Hugo. Super, bon. Il y a Gabriel qui est en train de répondre. Mais on lui fout une pression à Gabriel. Je suis désolée. Et on reste disponible aussi si après vous avez vu le replay ou la présentation. On reste disponible si vous voulez nous envoyer des questions post-présentation par email. Vous aurez tous nos contacts à disposition. Ah, Gabriel. Tiens, Clémence, je te laisse lire la question. Je vais lire la question, enfin le commentaire de Gabriel. Oui, par exemple, en ce moment, je travaille sur
sur nos différents distributeurs, optimisation de contenu unique, SEO, visuel, etc. Mais tout l'aspect plus technique avec les redirections, etc., c'est géré indépendamment par mes clients. Je n'ai pas tellement mon mot à dire, malheureusement, mais des super do et don'ts. Donc, merci. Effectivement, c'est le sujet qu'on évoquait en attendant, qu'on a répondu à ton premier commentaire, c'est que c'est souvent la technique qui peut venir un peu bloquer. Mais comme l'a dit Hugo, le fait d'optimiser les contenus, d'avoir des contenus uniques, de travailler son SEO, le visuel, l'ensemble des bonnes pratiques SEO, au-delà du côté très technique et donc plus le côté éditorial ou aussi la partie popularité avec le netlinking, etc., aura quand même un poids. Et il ne faut pas négliger le travail que vous faites quand même sur le reste des optimisations. Hugo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Et sinon, merci. Absolument pas, c'était très clair, rien à ajouter. Bon, super, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous propose de clôturer cet événement. Et merci Gabriel pour tes commentaires, pour vos commentaires. Merci à tous et merci à tous. Une bonne journée à vous. J'espère qu'elle commence bien avec le SEO. Ça ne peut qu'être une bonne journée. Ouais. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.